Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline. Et je suis Iris. Et nous sommes le Geek Squadron. Après de longs mois de silence, le Geek Squadron revient pour une émission spéciale sur le phénomène littéraire Star Wars du moment, j'ai nommé La Haute République. Et à émission spéciale, musique spéciale, puisqu'il ne vous aura pas échappé que vous n'écoutez pas notre musique habituelle, mais la bande originale Light of the Jedi, composée par le talentueux Grushkov. À la base, on appelait ça le projet Luminous. C'était un projet un petit peu mystérieux, vous avez teasé, comme étant un projet cross-média de publication. Alors par cross-média, on entend d'abord des romans adultes, des romans YA, donc Young Adults, donc jeunes adultes, des romans jeunesse, des romans, ce qu'ils appellent aux États-Unis des middle graders, donc c'est vraiment très jeunesse, pour des enfants qui ne savent pas lire. Ce sont des romans qui ne sont pas absolument pas encore traduits en français, des comics orientés jeunesse, des mangas, des audiodramas et une série télé, puisqu'elle nous a été annoncée l'année dernière, The Acolyte, et qui devrait, selon la timeline prévisionnelle, clôturer cette ère de la Haute République. Et éventuellement, suite à l'annulation, enfin tout du moins le report au calendrier grec du Rogue Squadron de Patty Jenkins, il y a donc un slot de libre dans le calendrier, et on entend parler de rumeurs éventuellement d'un film sur la Haute République. Attention, grosse pincette, on se méfie énormément des rumeurs. Quoique ça pourrait être quand même assez sympa, mais bon, on verra ce que la suite nous réserve. Aux manettes du projet, on retrouve 5 auteurs qui ne sont pas des inconnus de la galaxie Star Wars. On va retrouver d'abord Claudia Gray, qu'on connaît pour Maître et Apprenti, Lien du sang, Leia Princesse d'Alderaan, et Étoile perdue qui vient juste de faire son retour sur les étagères des libraires. On vous conseille d'ailleurs très fortement ce roman. Justina Ireland, qui elle était connue pour des romans jeunesse comme Le Globe du Solstice ou Spark of the Resistance. Daniel José Holder, lui, on lui doit Baroud d'honneur et quelques nouvelles dans les recueils A Certain Point of View, qui sont des recueils de nouvelles non canon, publiés à l'occasion des 40 ans d'Un Nouvel Espoir et de l'Empire contre-attaque. Cavan Scott, un auteur très prolifique de comics de la galaxie Star Wars, on lui doit des tomes de Star Wars Adventures, Les Contes du Château, on lui doit aussi des romans jeunesse Aventures dans un monde rebelle. Il a participé à plusieurs recueils également. At last but not least, Charles Soule, à qui on doit le scénario de Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, de l'Ascension de Kylo Ren, un excellent comics que je vous conseille, Lando et Obi-Wan, et d'autres encore. Pour lui, le seul roman Star Wars qu'il ait écrit pour l'instant, c'est La Lumière des Jedi, donc le roman d'ouverture de la Haute République. Alors, il y a quand même un 6e luron dans la bande, c'est George Mann, qui est aux commandes de 2 des 3 livres Middle Grader, et à qui l'on doit aussi des recueils comme le récent Life Dead Treasury, mais aussi Myth and Fable and Dark Legends. Et côté publication, Céline va nous faire un petit récap. Au niveau publication, qu'en fait, on a plusieurs phases qui se divisent en plusieurs vagues. Et là, on va vous parler du coup de la phase 1, avec les publications VF. On va se concentrer aujourd'hui sur La Lumière des Jedi, donc de Charles Soule, En pleine ténèbres, qui est le roman jeune adulte de Claudia Gray, les comics de la Haute République, écrits par Cavan Scott et dessinés par Ario Anandito, Une épreuve de courage, qui est de Justina Ireland, et The High Republic Adventures, par Daniel José Holder, et les dessins de Harvey Tolibao. Et donc maintenant que vous savez tout ça, on va passer à la critique. Attention, 100% spoiler. Si vous n'avez pas lu les romans, les comics, etc., je vous conseille de vous arrêter maintenant parce que on va spoiler très clairement. Alors, La Lumière des Jedi. Alors je vous avouerai qu'au départ, moi j'étais pas très emballée par cette nouvelle série, cette nouvelle saga littéraire. Tout simplement parce que j'ai grandi avec l'univers étendu, les légendes, et que j'ai extrêmement de mal à m'en détacher. Et surtout beaucoup de mal à rentrer dans le canon. Jusque-là, j'avais rien trouvé qui m'ait vraiment fait vibrer.
Donc voilà, j'ai gardé un œil sur le projet Luminous, mais sans être très très hypée. Et puis dans les jours qui ont suivi la sortie VO, parce que voilà, j'ai un gros défaut, je lis quasi exclusivement VO, les premiers retours des lecteurs anglophones étaient tellement enthousiastes, tellement dithyrambiques, que voilà, j'ai commencé à avoir vraiment de la curiosité pour cette série. J'ai commandé le livre, et une fois que je l'ai eu en main, eh bien c'était le début de la fin, puisque une fois ouvert, impossible de le reposer. Et du coup, ça a été une belle surprise, hein, parce que j'avais un peu peur au départ que ça soit un roman un peu plan-plan, hein, c'est un roman d'introduction à une nouvelle ère, donc j'avais peur qu'il y ait des chapitres vraiment très lents, que on mette des pages et des pages à établir un univers, à nous présenter les différents protagonistes, etc. Et donc ça a été vraiment une surprise de découvrir que pas du tout en fait, parce que Charles Soule, il nous prend et il nous jette dans le grand bain. On sait pas nager, c'est pas grave, parce que visiblement il va nous apprendre comme ça sur le tas. Et ça m'a énormément fait penser finalement à l'introduction de Un Nouvel Espoir, parce qu'au final, faut se remettre des années en arrière. C'est vrai que le premier visionnage pour nous tous, hein, ça date d'il y a longtemps. Mais rappelez-vous, quand on l'a vu pour la toute première fois, ce film, qu'on avait cette scène d'introduction avec des vaisseaux qu'on connaissait pas, on nous a balancé des mots, des noms, des personnages qui faisaient aucun sens en fait pour nous, quoi. C'est quoi un droïde? C'est qui ce type là habillé tout en noir avec une respiration chelou? Dites bien, il est tout en noir, ça doit être un méchant. On nous parle d'une princesse, on nous parle d'un empereur, on nous a balancé la guerre des clones quand même. Et c'est pas grave. La sauce elle prend parce qu'en fait on sait pas ce que c'est, mais on a envie d'en savoir plus, on a envie d'aller plus loin. George Lucas nous a emportés tous dans son histoire. La preuve c'est qu'on serait pas là à discuter, enfin Céline et moi à discuter, vous à nous écouter palabrer. Et c'est la même chose en fait pour Charles Soule. En plus, il est même un peu plus retors parce que finalement il nous malmène. Tout comme ses personnages, je veux dire cette scène d'entrée avec la grande catastrophe, on est au même niveau que les personnages. C'est digne presque d'un film d'action. C'est-à-dire qu'on sait pas ce qui se passe, on est bousculé, on est malmené, on est au même niveau que les personnages qui ne captent que dalle à ce qui se passe. Et il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, mais c'est une grosse bouffée d'adrénaline dès le départ, et j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, Céline. Alors moi j'avais pas du tout les mêmes attentes que toi. Alors j'ai eu aussi une entrée difficile dans le canon en commençant par Une Nouvelle Aube. Je pense que je pourrais un jour vous en reparler, mais c'est mon némésis, hein. J'ai calé sur ce livre, donc ça a été très dur de m'y remettre. Et finalement, j'ai commencé vraiment à aimer le nouveau canon assez tardivement. J'avais quelques comics, mais le comics c'est pas ma tasse de thé à la base, donc j'avais apprécié les comics Kanan par exemple. Alors bon là, ils ont eu un petit destin un peu funeste, hein, comme par hasard. Je pense que je suis un peu maudite avec ça. J'avais lu aussi Lien du sang que j'avais pas spécialement aimé non plus, donc c'était un peu compliqué. Mais quand j'ai vu les annonces, quand on est arrivé à l'annonce de la Haute République et non plus juste le projet Luminous, le fait de dire on va sortir de la saga, on va avoir une vraie liberté éditoriale. Vraiment, je me suis dit, il y a du potentiel. Il y avait des images qui donnaient vraiment 1000 étoiles dans les yeux déjà, et je me suis dit, ça, j'ai envie de me lancer dedans. J'ai envie de regarder ce que ça va donner. Et t'as raison, c'est vrai que La Lumière des Jedi, en soi, c'est le premier livre. C'est le livre indispensable pour les gens. S'il y a des gens qui les ont pas encore lus, il faut vraiment commencer par celui-là, parce qu'il pose tout, mais il pose tout sans le poser. T'as raison. Il y a pas de je pose le décor, c'est pas Victor Hugo qui nous fait des pages et des pages de description. C'est de l'action, et en même temps il y a un côté hyper personnalisé, c'est-à-dire que chaque planète, chaque vaisseau va être personnalisé par des personnages qui ont corps auxquels tu t'arrives à t'attacher en 1 minute.
parce que on va lui donner vraiment un background, un caractère. Il y a vraiment un côté très intimiste finalement à chaque page. Et c'est vraiment un défi impressionnant qu'il a réussi à relever comme ça, Charles Soule. Oui, et c'est exactement là où le roman m'a donné une petite vibe Game of Thrones. C'est-à-dire que Charles Soule, il introduit plein de personnages, comme par exemple la capitaine du Legacy Run, ou alors le technicien de la station au-dessus des salles. Il va vraiment les développer. On va tout savoir d'eux presque, hein. Ils ont un background, ils ont une origin story, etc. Et donc on s'attache à ce personnage, on a envie d'en savoir plus, etc. On se dit, ah bah tiens, ça va être un des protagonistes, etc. Puis alors, à la fin du chapitre, pouf, ils meurent tous. Donc il y a un côté un peu, ça retombe comme un soufflet, quoi. Mais c'était quoi le deal, là, de nous faire aimer ce personnage pour le tuer 10 pages plus loin, quoi. Donc on a vraiment l'impression que Charles Soule, il a retenu la leçon de George Martin, et du coup après sur les chapitres suivants on se dit bah non, je vais pas m'accrocher à tel personnage parce que vu ce qu'il a fait aux deux autres là, ça risque d'être un peu compliqué. Et ça m'a vraiment fait penser dans le dernier tome de Game of Thrones où George Martin il avait développé énormément le personnage de Quentyn Martell pour au final le faire mourir en le faisant rôtir par un dragon. C'était un peu ça retombait pareil, un peu comme un soufflet. Donc on sent que Charles Soule il a intégré tout ça. Il y a un côté un peu humour noir aussi, presque trollesque, j'ai envie de dire, à essayer de piéger son lecteur comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il nous emmène quelque part, et en fait il nous emmène dans la direction complètement opposée, qu'on n'avait pas vu venir. Et ce côté-là, quelque part, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que j'ai l'exemple, par exemple, de mon conjoint qui est en train de lire La Lumière des Jedi. À force de lui rabâcher que la Haute République c'était très bien, il s'y est mis, c'est très bien. Mais au bout de 2 chapitres, il a relevé la tête du bouquin, il m'a regardé, il était dépité, il dit mais il les fait tous mourir là ou quoi? Ça va être ça tout le bouquin? Je t'avais prévenu qu'il y avait une vibe Game of Thrones. Hein. Et c'est sur ce point vraiment que le roman est très clivant. C'est ce qui va faire que soit on aime, soit on déteste. Et ce qui est marrant, c'est que c'est exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré le bouquin parce qu'il y avait ce côté scénario catastrophe. Il y avait cette introduction d'énormément de personnages. Et c'est exactement pour ça que d'autres personnes ont détesté. Oui, je suis d'accord, j'ai entendu aussi pas mal d'échos et en général, les gens qui l'ont détesté, c'est parce que justement, il y avait un massacre assez important de tous les personnages présents. Et tu vois, moi je t'ai fait le même retour pour dire que moi j'avais bien aimé parce que justement, on était en capacité de s'attacher à chaque personnage, y compris ceux qui ne faisaient que passer. Donc, en effet, on accroche ou on n'accroche pas, hein. Oui, c'est tout le défi que représente un roman d'ouverture de saga. Hein. On n'avait pas vu quelque chose de cette ampleur depuis le Nouvel Ordre Jedi dans l'univers étendu Légende. Et encore, c'était différent parce que si la période était inconnue, en revanche, en fait, tout le reste de l'univers l'était. Je veux dire, c'était établi dans la galaxie telle qu'on la connaît, avec des personnages plus que connus, puisque le trio de tête ne changeait pas, hein, Han, Luke, Leia. Donc c'était assez différent. Là, on est dans notre galaxie Star Wars, qu'on connaît, mais on est 200 ans avant les événements de la menace fantôme, donc c'est foncièrement un petit peu différent. Alors on a énormément de choses auxquelles se raccrocher, évidemment, puisqu'on nous parle de Jedi, on nous parle d'hyperespace, on nous parle de Coruscant, d'autres planètes. Le système politique semble de prime abord ressembler à celui qu'on voit dans la menace fantôme, justement. Mais on a quand même des choses très nouvelles, puisque la technologie diffère, on n'a pas du tout par exemple les mêmes vaisseaux. Et la technologie de Jedi est assez intéressante avec ce côté là des sabres laser qui servent de clé d'activation des vaisseaux, j'ai trouvé ça absolument génial comme idée. Et puis évidemment, comme ça se passe 200 ans avant la menace fantôme, on a énormément de nouveaux personnages. Alors on nous avait teasé effectivement l'apparition de Yoda, ce qui paraissait logique d'un point de vue chronologique, mais ça reste de l'apparition anecdotique, il n'est pas du tout un personnage principal. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup ça permet de s'affranchir de tout ce qui a été vu avant. On est vraiment pas face à une page blanche,
mais beaucoup plus de liberté, comme tu le disais tout à l'heure, Céline. Alors la mission de Charles Soule a été quand même difficile parce qu'il fallait justement établir tout un tas de nouvelles choses. On a énormément de personnages qui sont introduits et c'est vrai que c'est difficile au départ de garder le fil en fait de qui est qui, où est-ce qu'on a vu tel personnage, quel qui faisait, etc. On est vraiment assailli de noms, de lieux, de personnages, puis il y a plein de choses qui se passent simultanément, donc c'est assez compliqué. Pour les gens qui n'auraient pas encore lu le roman, je vous conseille vraiment de le faire avec, il y a énormément d'infographies qui sont sorties maintenant. Faisant une petite recherche Google, ça se trouve assez facilement. Voilà, avec ne serait-ce que les fiches de character design qui vont vous permettre de mettre un visage sur le nom du personnage, donc de pouvoir plus facilement recoller les morceaux. Et à ceux qui n'auraient pas aimé La Lumière des Jedi, parce que justement, ce côté un peu, ça se disperse, il y en a partout, je vous conseille vraiment de continuer votre lecture, d'aller sur le reste, puisque là, on est parti, finalement, La Lumière des Jedi, c'est un roman, alors je vais pas dire fourre-tout, parce que c'est un peu connoté, mais c'est le roman d'ouverture, donc il y a énormément de choses, il pose énormément de bases, qui vont être développées par la suite. Et par la suite, on aura des romans qui seront plus centrés sur tel et tel personnage. Alors ça sera pas des romans centrés que sur un personnage, mais on sera beaucoup plus dans un effet de huis clos qui va permettre de développer justement les personnages qui ont été introduits dans La Lumière des Jedi. Alors c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une communauté de fans absolument géniale qui a fait des trombinoscopes avec les designs qui ont été sortis en amont des livres, parce qu'on a non seulement les livres, les BD pour les aspects visuels, mais on a aussi un nombre énorme d'artworks qui ont été sortis. J'ai été regarder sur la page du site officiel, il y en a 64 dans la galerie, donc c'est juste énorme. Ça permet vraiment d'avoir non seulement l'aspect texte, mais aussi un aspect visuel pour ceux qui seraient intéressés, avec vraiment toute une charte graphique développée. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est que il y a toute une galerie de personnages dans La Lumière des Jedi, et c'est pas le cas sur les autres, donc si c'est ça qui vous rebute, j'ai envie de dire, faut peut-être passer au reste, en effet. C'est un peu, si je me permets le parallèle, c'est comme si on avait commencé le MCU avec un Avenger, c'est que ensuite on avait sorti un film Thor, voilà. C'est pas du tout le même nombre de personnages, il y a moyen d'être beaucoup plus développé sur un personnage dans les autres romans. C'est vrai que là, on a dit que vraiment chaque personnage avait quand même son caractère et on était en capacité d'avoir de l'empathie pour lui, mais le fait d'avoir cette énorme galerie fait que finalement sur chaque personnage on passe pas énormément de temps et finalement ils sont tous bien développés, mais il y en a aucun qui est développé totalement à fond et il y en a aucun véritablement qui prend totalement le lead dans le livre. Oui, on est vraiment dans l'établissement de base, hein. On nous parle des planètes qu'on va rencontrer, on nous parle des personnages. Alors jusque-là, on a beaucoup parlé des gentils, mais ce qui est introduit, ce sont aussi les méchants. Puisque Star Wars ne serait pas Star Wars s'il n'y avait pas des méchants. Les méchants ici, donc ce sont les Nihil, ou Nihil, j'ai jamais trop su comment on prononçait leur nom. Et c'est pareil, là aussi c'est un point vraiment très clivant. Il y a des gens qui vont les avoir adorés en tant que méchants et d'autres non. Je vous avouerai qu'au départ j'étais assez sceptique, puisque la première impression que j'ai eue de ces fameux Nihil, c'est d'avoir en face de moi une horde de gobelins, assoiffés de sang, assoiffés de trésors, pas très malins quoi. Ils avaient pas l'air vraiment très très fufutes. Et pour rester dans le vocabulaire de la conquête de l'Ouest, parce que c'est clairement une sorte d'allégorie de la conquête de l'Ouest américaine, puisqu'on nous parle de la frontière, on nous parle de colons, etc. On est vraiment dans ce vocabulaire-là. Et donc, pour rester dans le thème, moi je dirais qu'au départ, ils m'ont fait penser aux Dalton. C'est-à-dire que tout le monde a peur d'eux, mais au final, ils ont clairement pas la lumière à tous les étages. Ou pour dire, comme dans la galaxie Star Wars, ce sont pas les étoiles les plus brillantes de la galaxie. Mais au final, on se rend compte que plutôt que le gobelin, ils tiennent plus de l'Uruk-hai. Ils ont une structure en fait de commandement, enfin qui est clairement structurée justement. Et à leur tête, il y a ce chef, Mark Yonro, au départ qui paye vraiment pas de mine. Hein. Moi, il m'a donné l'impression d'être un peu une chiffre molle.
le mec qui est à la tête des Nihil parce que c'est son père qui était le chef avant, hein, clairement une position héritée mais pas méritée. Ça, il fait un peu le vilain petit canard. Et puis au fur et à mesure en fait des chapitres, on se rend compte que ce type-là, clairement, c'est de l'eau qui dort, qu'il va falloir le surveiller. Jusqu'à les derniers chapitres là, quand il a finalement fait prisonnier Loden Greatstorm, on dit le gars il a un Jedi, et il va en faire quoi là, mais il va faire quoi de son Jedi? Il a clairement un plan, et on aimerait bien en savoir plus, et on reste sur notre fin, sur cette espèce de cliffhanger de Mark Unruh qui a capturé Loden Greatstorm. Et donc on se rend compte que jusque-là, il a clairement caché son jeu auprès de nous, lecteurs, mais aussi auprès de ses Tempest Runners. On sent vraiment le jeu de pouvoir qu'il y a entre les trois Tempest Runners et Mark Unruh. Et c'est un développement qui est vraiment très captivant de ces méchants qui ont en plus pour, on va dire, un point bonus de ne pas être des Sith. On change enfin de type d'ennemis. On n'a pas de Sith, on n'a pas de Dark Force user. On change aussi des fameux contrebandiers qui marchent toujours un peu à la limite de ce qui est légal ou pas, hein. Là, on a vraiment affaire à des brutes sanguinaires dont le seul but c'est de s'enrichir. On voit que derrière en fait Mark Unruh, il a d'autres idées en tête que de la piraterie pure et dure, mais ça ce sera sûrement développé dans les romans suivants. Je suis d'accord, c'est vrai que dans toute la première moitié du livre, en gros, on a vraiment l'impression, voilà, que c'est des brutes sanguinaires, mais un peu bêta, quoi. Et puis, il y a un côté très piraterie, très viking aussi, mais pas viking de nos jours, hein, vikings tels qu'on les décrivait au XVIIe siècle comme étant des brutes épaisses qui descendaient les fleuves et qui tuaient tout le monde. Mais petit à petit, on commence à rentrer à l'intérieur, à comprendre comment ça marche. Et le personnage de Mark Unruh, à chaque fois qu'on gratte, à chaque fois il y a une couche supplémentaire. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec. Je pense qu'il y en a encore derrière. Et en effet, moi c'est un personnage que j'ai envie de revoir largement. Ouais. Oui, c'est un personnage vraiment complexe qui cache énormément bien son jeu. On essaye de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a en tête, quel est son but. Et je pense que tout ce à quoi on va s'attacher dans les prochains romans, ça va être de savoir mais qu'est-ce qu'il y a bien dans la tête de Mark Unruh, qu'est-ce qu'il est en train de fomenter quoi comme plan, c'est quoi son but dans la vie, pourquoi il a besoin d'un Jedi. Puis il y a toute l'histoire avec les routes hyperspatiales. Ça, c'est quand même le gros morceau finalement de la lumière des Jedi, puisque c'est ça qui est au cœur de tout ce qui se passe. Et lui, il est au cœur de cette histoire. C'est ce qui est captivant avec la lumière des Jedi, c'est ce côté, on va distiller plein de petits éléments qui vont attiser la curiosité au fur et à mesure, et on sent qu'ils vont prendre leur importance plus tard, mais dans un premier temps, on reste très clairement sur notre fin. Je pense par exemple à la mention du clan San Tekka. Alors, tout départ, je dis oui, San Tekka, oui, Lord San Tekka, comme le vieux du début du retour de la Force, quand on a cette introduction de Kylo Ren. Donc on apprend, ce sont des prospecteurs de l'hyperespace. On se demande comment ça va se lier tout ça avec la postlogie notamment, enfin comment on va réussir à relier les wagons ensuite. Et puis on sent en plus que les membres du clan San Tekka qu'on rencontre dans le livre ne sont pas totalement honnêtes et ouverts. On sent qu'ils ne nous ont pas tout dit et du coup ça attise encore plus la curiosité parce qu'on se demande quel est leur but derrière, est-ce qu'ils travaillent avec les Nihils, enfin voilà, on imagine tout un tas de choses et il y a énormément de choses dans ce roman qui ne sont pas explicitées et qui vont rester en suspens et qu'on espère qu'ils seront résolus dans les tomes suivants. Et ce qui est tout aussi passionnant, ce sont tous ces petits liens avec ce qui se faisait déjà dans l'univers Star Wars, en fait, comment subtilement ancrer le roman dans la galaxie Star Wars. On vous mettra en description le lien vers une vidéo qui recense un petit peu tous les
Easter eggs, si je puis dire, de la lumière des Jedi. Alors c'est une vidéo en anglais, désolée pour les non-anglophones. Et donc le roman est vraiment parsemé comme ça de petites références à des planètes, des technologies, etc. Donc par exemple les Santeka, le clan des prospecteurs de l'hyperespace, concrètement il n'y avait pas besoin qu'il s'appelle les Santeka. Mais le fait d'avoir un nom comme ça, très légèrement familier et encore très très mystérieux parce que finalement on ne sait pas grand chose de leur Santeka, mis à part ces 30 secondes et demie d'apparition à l'écran dans l'épisode 7 et les quelques pages dans l'ascension de Kylo Ren, ça reste un personnage encore très inconnu finalement. Et donc là on va éveiller la curiosité par des petites choses comme ça et ça va permettre d'ancrer le roman dans ce qu'on connaît déjà parce qu'on va se raccrocher à des choses qui nous sont familières. Je reparle de Coruscant mais on a des mentions d'autres lieux, Naboo, etc. qui vont permettre voilà cette immersion dans cette nouvelle ère de la Haute République et en même temps de l'allier à tout ce qu'on connaît déjà de l'univers Star Wars. Oui, je pense que là-dessus on a des portes qui se sont ouvertes, qui sont loin d'être fermées. Il y a en effet plein de choses qu'on nous a introduites et sur lesquelles on n'a pas été jusqu'au bout. Et encore une fois, c'est normal pour un roman d'ouverture de saga. Faut pas oublier qu'il y a 3 phases de prévues, que dans chaque phase, enfin en tout cas la première, elle était constituée de 3 vagues. Dans chaque vague, il y a 3 romans à chaque fois, puisqu'il y a un roman adulte, un roman jeune adulte, un roman jeunesse, plus le middle grader, mais c'est anecdotique, plus les comics. Donc tu te rends compte en fait du potentiel qu'il y a derrière de développer les histoires, et que donc on a fait que un tout petit peu gratter la surface, et que derrière il y a un potentiel énorme de développement, autant de l'histoire que des personnages d'ailleurs. Même sur la politique. Dans la lumière des Jedi, on voit... Alors, je crois que c'est même pas la chancelière, je crois qu'il nous explique que c'était pas encore une chancelière, je crois, non ? Si, c'est la chancelière Lina So. Et finalement, dans le reste de la vague 1, on n'en entend pas trop parler. Donc il y a encore du potentiel aussi là-dessus. Oui, ça sera explicité probablement plus tard. Teasing. Mais oui, c'est dur pour moi parce qu'en fait là on parle de la vague 1 pardon, mais la vague 2, moi je l'ai déjà lu et depuis tout à l'heure je suis là motu c'est bouche cousue. Alors ce qui est bien c'est que c'est pas une émission live donc au pire des cas j'aurais juste spoilé Céline et on coupera au montage. Mais bon Dieu que c'est dur de rien vous dire. Si on conclut un peu sur ce roman, donc de La Lumière des Jedi. Alors, vous l'aurez compris, c'est un roman, pour ma part, que j'ai beaucoup aimé. C'était une agréable surprise. J'ai aimé me plonger dedans. J'ai aimé vraiment l'écriture de Charles Soule, qui est une écriture très fluide, très agréable. On se perd pas dans des descriptions alambiquées, sans pour autant se limiter juste à l'essentiel. Et il y a aussi une certaine musicalité dans la manière dont il écrit. Moi, c'est une écriture qui a une lecture plutôt qui a beaucoup mobilisé tous mes sens. Vraiment, l'ouïe en premier lieu, mais aussi l'odorat. Je voyais des couleurs, j'entendais des musiques, je sentais des odeurs. Et c'est quelque chose qui s'est fait vraiment flagrant quand il décrivait par exemple Avar Kriss. C'est vrai que Avar, elle perçoit la force comme étant une sorte de symphonie, elle en perçoit les harmonies, les dissonances, et je sais pas, à chaque fois que je lisais à propos de son personnage, je voyais quelque chose de très lumineux, et j'entendais une musique type symphonie d'opéra. À l'inverse, quand il parlait des Nihils, et il a été mentionné d'ailleurs à un moment donné qu'ils écoutent du breakpunk, clairement j'avais limite du death metal dans la tête en écoutant ces passages-là, et c'est vraiment une immersion des 5 sens dans cette lecture qui m'a vraiment, alors, je vais pas dire bouleversée, mais qui m'a vraiment marqué pour le coup. Après c'est vrai j'ai un peu rigolé toute seule parce que le breakpunk c'était principalement avec le Tempest Runner Kassav. Alors voilà, Kassav pour les francophones, c'est quand même le groupe créole. Donc, on a plutôt tendance en lisant le mot Kassav à penser à du zouk et non pas à du punk ou du métal. Alors, c'est vrai que l'auteur ne pouvait pas le savoir, il est anglophone, donc c'est pas, ça fait pas partie de sa culture générale, mais nous on a quand même grandi avec ces groupes Kassav, la compagnie créole, etc.
Donc voilà, c'était assez drôle de penser Kassav et d'imaginer du Wreckpunk derrière. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué dans l'écriture de Charles Soule, c'est la manière dont il décrit la force. Réellement, enfin, en lisant certains paragraphes, j'avais l'impression que finalement Charles Soule c'est un Jedi, il nous le dit pas. Enfin, clairement, il y a une manière de décrire la force qui donne l'impression que c'est un force user. Et j'en ai lu pourtant une pelletée de romans notamment qui mettent en scène des Jedi, et j'ai jamais ressenti ce côté immersion dans la force et dans les sensations qu'elle procure. Et c'était vraiment très très intéressant, très touchant quelque part à lire, et on se sent vraiment dans la peau d'un Jedi avec les descriptions qu'en fait Charles Soule. Ah, je suis d'accord, il y a vraiment une description des Jedi et de l'ordre Jedi qu'on n'avait jamais vu auparavant, parce que le nouvel ordre Jedi, finalement, c'était un ordre assez neuf. Il y a peu de Jedi. Bon, on est dans un nouveau canon, mais surtout, on est à l'apogée des Jedi, et ça, on l'avait jamais vu. On avait un petit peu la prélogie qui nous avait montré comment c'était l'ordre Jedi, mais encore finalement, on ne fait que effleurer la surface des choses dans les films, mais même dans l'univers étendu autour de la prélogie. Finalement, vraiment parler comme ça de l'ordre Jedi, de comment ça fonctionne, des rapports entre maître et apprenti, mais sur des personnages qui sont pas Obi-Wan, Qui-Gon, finalement, ouvrir toute cette description à une galerie de personnages en dehors des personnages des films, ça avait jamais été fait. En même temps, on est censé nous parler d'un âge d'or, à la fois de la République et de l'ordre Jedi. Ça m'a un peu fait penser aux comics Les Légendes des Jedi, c'est du légende. Notamment l'arc Exar Kun Ulic Qel-Droma, ça se passe grosso modo 4000 ans avant la bataille de Yavin. Là, on est en plein âge d'or aussi des Jedi, qui ont un fonctionnement qui est très très différent de celui qu'on peut voir dans la prélogie, avec ce côté glorieux, érudit. Les Jedi détiennent la connaissance, ils ne sont pas parfaits, mais c'est une force reconnue, et on est exactement dans ce cas de figure là avec la Haute République, donc cette fois dans l'univers canon, où on sent que l'ordre Jedi c'est une force qui est établie, qui est reconnue, qui fonctionne en symbiose avec la République. On a ce côté très rayonnant également. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sent ces différences déjà de fonctionnement par rapport à la prélogie qui ne se passe quelque part que 200 ans plus tard. Et c'est quelque chose dont on a pas mal parlé dans notre émission live de la convention Génération Star Wars et Science-Fiction en mai dernier. On avait pour thème la chute de l'ordre Jedi. S'il y a une chute, il faut bien partir de quelque part, et ce point de départ, il est quelque part dans la Haute République. Donc on en avait bien parlé de ces différences entre l'ordre Jedi tel qu'il est dans la Haute République et l'ordre Jedi tel qu'on connaît nous par la suite dans la prélogie. Je vous invite vivement à écouter notre émission, parce qu'on avait vraiment débriefé tout ça en liant notamment les différents univers. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour sur La Lumière des Jedi. Vous l'aurez compris, c'est un roman qu'on a beaucoup apprécié. Ce qui était moins le cas de En pleine ténèbres. Eh ben moi aussi, finalement, j'ai préféré La Lumière des Jedi. Alors en plus, Claudia Gray, c'est vrai que moi, au tout début, j'y suis allée un petit peu à reculons, parce que Lien du sang, j'avais pas aimé. Maintenant, toi, je sais que tu m'as dit que Étoile perdue, t'avais beaucoup aimé, donc ça m'a mis quand même en confiance. Donc, En pleine ténèbres, j'ai apprécié. Après, je l'ai moins aimé que La Lumière des Jedi, mais j'ai trouvé que c'était quand même de la bonne qualité et ça se lisait très bien. Je le cache pas, pour moi, En pleine ténèbres a été une lecture assez laborieuse. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. Alors au départ, je me suis dit, c'était peut-être le format numérique, parce que c'était le premier roman que je lisais sur liseuse. Et non, depuis, j'ai lu une pelletée de romans sur liseuse, et le problème venait clairement pas du média. Donc, je disais, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire,
à vraiment apprécier ce qui se passait. Pourtant, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. La première déjà, c'est que les héros finalement ont l'âge du public visé. On est sur du roman YA, donc ils ont environ 17-18 ans. Les personnages donc principaux qui sont Rhys et Afi ont clairement la meilleure caractérisation de tout le roman. Leur développement de personnage est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié Rhys, qui m'a énormément fait penser à Caleb Doom, donc le Kanan Jarrus quand il était dans l'Ordre Jedi. Donc tu parlais, Céline, tout à l'heure du comic Kanan. Voilà, je trouve qu'on était un peu en plein dedans parce que Rhys ressemble à Caleb. Alors pas dans le côté tête brûlée, hein. Caleb il est très aventureux, etc. Mais tous les deux, ils partagent une espèce de soif de connaissances, de curiosité. Ils posent énormément de questions. Mais bon, on sent que Rhys, lui, s'il pouvait passer sa vie dans la bibliothèque ou les archives, il serait fin heureux. Et c'est là où son duo avec Afi marche bien parce qu'elle est quelque part l'antithèse de lui. Sans parler du fait que elle n'est pas une force user, mais elle est très indépendante, elle est débrouillarde, elle est intrépide, et en même temps elle montre une certaine fragilité tout de même. Ce qui est captivant, je trouve, dans leur développement, c'est ce côté... on oscille en permanence entre l'âge adulte et l'enfance, entre les responsabilités et l'insouciance. C'est vraiment tout un questionnement sur l'avenir. Alors c'est une thématique qui ne me parle plus beaucoup, hein, parce que j'ai 2 fois leur âge, clairement. Mais ça m'a rappelé moi mes questionnements adolescents. J'ai reprojeté mon moi adolescent dans leur questionnement et je m'y suis reconnue et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oui, je suis d'accord, les 2 personnages se complètent totalement et finalement tous les deux ils ont un côté un peu idéaliste de la jeunesse. Afi, elle essaye toujours de trouver des excuses à sa mère. Et Rhys, lui, à la fois, il a toujours envie d'être planqué, et à la fois, il a envie aussi de se pousser pour sa maître Jedi, parce que finalement, il veut être un Jedi accompli, et voilà, il a un peu le syndrome du bon élève. Donc, je trouve que c'est bien croqué, quoi. C'est assez réaliste comme personnage, tout en étant dans l'univers Star Wars, mais. Mais voilà, on peut bien se mettre à leur place et se dire que les choix qu'ils font sont assez logiques. Les adultes, moi, je les ai trouvés aussi plutôt sympathiques. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que finalement, il y a toute une partie de souvenirs sur ces adultes qui est un peu... je sais pas, je trouve que c'est pas terminé, quoi. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. Je trouve que toutes les parties dans le passé sont pas... ça manque de profondeur, ça manque de... C'est pas très passionnant, quoi. Je sais pas, j'ai pas accroché à ces parties-là. Clairement, j'ai pas compris le but. Mais pour moi, la caractérisation des adultes dans Pleines Ténèbres m'a dérangée, m'a pas plu. Enfin, les contours sont à peine esquissés. On parle de Comac et Orla, hein. Et en fait, leur caractérisation, elle est presque caricaturale quelque part. Comac, c'est cet homme qui est hanté par une erreur de jeunesse, une erreur de jugement. Orla, elle est habitée par le doute, hein, clairement, sur sa destinée, sur l'ordre Jedi, sur sa place dans l'ordre Jedi. Et finalement, ce qu'on retient de l'alternance de passage dans le présent et dans le passé, c'est que dans le présent, on a affaire à des adultes quarantenaires qui n'ont pas dépassé le stade adolescent et sont toujours en boucle sur les mêmes thématiques, sur les mêmes problèmes. On sent en fait une espèce d'incapacité à voir plus loin que le bout de leur nez. Et c'est dommage d'ailleurs parce que leur relation à l'ordre Jedi est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu voir jusque-là, enfin que beaucoup d'autres qu'on ait pu voir. Ils sont vraiment tout en nuances. Ils sont dans le questionnement de leur statut de Jedi et de la place de l'ordre Jedi, voire même quelque part dans le rejet
Et pour moi, c'est vraiment le thème le plus intéressant à aborder dans ce roman. Déjà parce qu'on raccroche les wagons par rapport à ce qui va se faire plus tard dans la prélogie. On reste, mine de rien, sur ce fil conducteur de la chute de l'ordre Jedi. Et puis il y a des échos, encore une fois, à ce qui va se faire ensuite. Ça m'a beaucoup fait penser à l'arc de Barry Sophie dans la série The Clone Wars, où elle est vraiment, elle s'interroge, elle s'insurge même contre les peu de prises de position des Jedi dans cette guerre, en trouvant que leur raison d'être originelle est complètement dévoyée. Ça m'a aussi fait penser aux questionnements philosophiques qui sont finalement la trame de l'arc narratif de Jacen Solo, du Nouvel Ordre Jedi jusqu'à l'héritage des Jedi. Donc là, on parle de canon, qu'on peut vraiment résumer à ce questionnement philosophique sur la place et le rôle des Jedi dans la galaxie. Ce qui est intéressant aussi En Pleines Ténèbres, c'est l'introduction de nouveaux statuts de Jedi, alors qui sont nouveaux pour nous. Il y a d'abord le statut de cheminant avec Orla. Donc ce qu'on comprend, c'est que les cheminants, ce sont des Jedi qui ont un peu rompu avec l'ordre Jedi, mais pas complètement. Ils viennent se recentrer un peu sur eux. Ce sont des sortes d'explorateurs solitaires à la recherche de la Force. Et l'autre concept, qui était alors pas tout à fait nouveau puisqu'on l'avait déjà vu dans les comics Dark Vador par Charles Soule justement, qui est le vœu Barash, que je comprends comme étant un genre de vœu de pénitence qu'un Jedi fait après avoir peut-être pété un plomb, etc. Et là, par contre, on raccroche les wagons avec la postlogie parce que ça fait énormément penser à Luke sur Arcto. Alors Luke, lui, il est allé quand même un petit peu plus loin, puisqu'il s'est carrément coupé de la Force, mais on peut tout à fait imaginer que c'était un concept qui lui était familier et qu'il a décidé de reproduire. Non mais les cheminants, moi j'ai compris aussi que c'est vrai qu'il y en avait qui avaient coupé carrément avec l'ordre Jedi. Il y en a un qui devient une rockstar ou je sais plus quoi, donc... Une chanteuse d'opéra sur Alderaan. C'est vraiment une parenthèse dans leur carrière d'ordre Jedi, voilà. Ils décident pendant un moment, voilà, de ne plus être dans l'ordre. Ils sont toujours des Jedi, mais ils ne sont plus dans l'ordre. Mais t'as raison, c'est vrai que finalement, Orla et Comac, on voit pas vraiment quelle évolution ils ont pu avoir entre le passé et puis le présent. Finalement, on a cette parenthèse de 20 ans, quoi, entre le moment où ils étaient Padawan et puis aujourd'hui. Finalement, la caractérisation a pas énormément bougé, à part le fait que finalement Orla a fini par se dire peut-être que le mieux c'est que je sois cheminante. Comac, lui, ça vient finalement à la fin du roman, le dénouement de se dire finalement je vais peut-être prendre un Padawan, mais vraiment la caractérisation sur les deux est pas terrible. Et alors, est-ce qu'on parle de Dez? Parce que là, c'est un massacre quand même un petit peu ce personnage. Ah oui, Dez, tu vois, je l'avais même pas noté dans mes références. C'est vraiment le personnage qui fait un peu pouf, quoi. Il aurait pu être intéressant, mais il sert pas à grand chose dans l'histoire. Enfin, il vient vite un bouc émissaire. Il fallait un Jedi qui se fasse pourrir et taper dessus. Voilà, ça a été Dez. Je me rappelle que c'est lui qui se fait pourrir en premier par les Drengir, c'est lui qui les découvre accidentellement. Et puis il y a tout ce truc à la fin, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, cette histoire de vœu Barash justement. Je me dis, j'ai pas compris pourquoi en fait il devait faire pénitence, étant donné que c'est pas de sa faute quoi, il s'est fait pourrir dès le départ et il est parti avec un gros handicap là vis-à-vis des Drengir. Je veux dire, il a pas viré Anakin et massacré tout un village Tusken, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Et puis l'autre chose qui m'a choquée, c'est alors là pour le coup c'est Dez plus Rhys, et c'est par rapport à la mort de Jora Mali. Quand même l'ancienne maître de Dez et la maître Jedi de Rhys. Et en fait ça passe normalement. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les romans, dans les films, etc., c'est que les gens qui sont proches d'un Jedi sont capables de ressentir sa mort. Il y a qu'à voir Leia et Rey dans l'épisode 8 qui ressentent toutes les deux
la mort de Luke alors qu'il est à des milliers d'années-lumière. Et là, en fait, il faut attendre qu'on leur dise pour qu'ils le sachent. Et je trouve que ça rend pas du tout hommage à la mort de Jorah Mali, hein, qui est morte quand même en héros. Alors là, c'est pareil, il a fallu essayer un petit peu de raccrocher les wagons, parce que Jorah Mali, c'était qui déjà? Ah oui, celle qui meurt dans une escarmouche avec les Nahil, c'est là où le maître Jedi Skir se fait blesser également. J'ai pas compris pourquoi c'était pas plus explicite. Alors est-ce que c'était pour éviter derrière un développement de personnage où Rhys et Dez, ou l'un ou l'autre, ne tombent dans le chagrin, dans le deuil, la vengeance, etc. Mais voilà, ça m'a laissé vraiment un gros goût d'inachevé en fait. Et puis Dez, hein, le personnage en lui-même est assez inachevé aussi. Mais je trouve qu'en plus, je sais pas, je trouve que finalement les Darangir ils sont introduits vraiment hyper tardivement. On va dans cette station, il y a tout ce côté, on découvre la station, Dez fait pouf, on imagine qu'il s'est pris un coup un espèce de 2PZ là, façon Stargate là, un truc qui contient énormément d'énergie, et finalement, la fois d'après, ils y retournent, ils découvrent que ça envoie des capsules, et puis en fait, ils se disent pas qu'il est peut-être vivant, quoi. Ils découvrent que ça envoie des capsules, et puis il faut attendre 100 pages pour dire mais au fait, du coup, peut-être qu'il est vivant quelque part. Eh ben ouais, en fait, non? Non, mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand il revient. Parce que moi, j'étais, mais pourquoi il sabote pas la rampe de lancement? Tu veux empêcher des ennemis d'attaquer la République, tu sabotes cette fichue rampe de lancement. Et il y a eu plein de moments comme ça où j'ai presque littéralement hurlé sur mon livre après les personnages. Voilà, là pour le coup, j'ai presque hurlé après Rhys en lui disant mais t'as en main un truc qui coupe à peu près tout, sauf le Beskar. Me fais pas croire que la rampe de lancement elle est en Beskar et sabote là, bon sang. Oui. Et puis, alors il y a eu ça, mais il y a eu aussi les statues. Enfin les statues dès le départ, tu sens que c'est THE connerie à pas faire. T'as envie de les secouer en disant ne bouge pas. Ces saloperies de statues, ne bouge pas, faut réfléchir un tout petit peu. Instinct de survie, bon sang. Mais t'as jamais lu un roman d'horreur, mais jamais tu déplaces une statuette maudite, quoi, putain, c'est pas possible. C'est ça, surtout pour l'emmener dans un temple où tu sais qu'il est construit sur un ancien sanctuaire sith, ça suinte le côté obscur, mais tu le vois pas parce que t'es aveuglé. Si, ça c'est une bonne idée à l'arrière, tu te dire, bon, allez, je prends mon petit côté obscur et puis je vais le mettre dans le gros tas de côté obscur, ça se verra pas de toute façon. Un peu plus, un peu moins. C'est ma petite décharge personnelle à l'intérieur de Temple Jedi. Franchement, ça, c'était pas la plus mauvaise des idées, franchement. Mais juste, il y a un moment, les déplacer, il y a un moment, les mecs, ils se disent, on va prendre des statues pleines de côtés obscurs dans notre vaisseau, avec un padawan, et puis deux Jedi, middle age, c'est pas vraiment non plus, c'est pas des maîtres Jedi, quoi. Enfin, pas vraiment. C'est ça qui est bizarre parce que en fait on nous introduit le personnage de Rhys comme étant un padawan qui traîne beaucoup avec les archivistes, qui a presque une formation en fait d'archiviste. On parle des archives du temple Jedi de Coruscant qui sont absolument immenses et très complètes, qu'il y a une pelletée d'archivistes qui bossent là-bas. Et donc, au lieu de faire venir un spécialiste pour étudier ces fameuses statues qui ne présagent rien de bon, eh ben, on emmène le truc à analyser aux spécialistes. C'est pas hyper cohérent. Alors, je sais bien, Indiana Jones aurait dit, ça c'est dans un musée. Mais, voilà, avant de déplacer les choses, on les étudie quand même d'abord sur place. Mais bon, on va pas passer un temps infini sur ces fameuses statues. Voilà, juste pour dire que ça fait partie vraiment des choses qui, moi, m'ont sorti vraiment du récit, malgré qu'il y ait des choses vraiment très très intéressantes dans ce roman. Et parmi les choses intéressantes, il y a notamment la station Amaxine, cette station très labyrinthique. Alors pour la référence, si vous ne l'avez pas, c'est une station qu'on voit dans le comics L'Ascension de Kylo Ren.
Et pour la petite histoire, j'ai pu poser la question à Claudia Gray lors de la convention Génération Star Wars et Science-Fiction, de savoir pourquoi on retrouvait la station Amaxine à la fois dans son roman et dans le comic de Charles Soule. Et elle m'a expliqué qu'en fait, pour En pleine ténèbres, elle avait besoin de créer un arboretum. Et que Charles Soule lui a dit « Ah bah ça tombe bien, moi je suis en train de créer une station là pour l'ascension de Skywalker qui pourrait tout à fait convenir à ton roman. » Et il y a eu l'accord du Story Group et c'est comme ça que Claudia Gray s'est retrouvée à jouer avec les jouets de Charles Soule. L'autre chose, c'est que la station Amaxine, elle fait aussi penser à un genre d'escape game vraiment grandeur nature. Ça m'a aussi rappelé les films Cube, hein, ça date un petit peu du début des années 2000. Ces espèces de cubes là qui tuent les gens qui sont à l'intérieur, hein, c'est un escape game un peu atroce. Et on a vraiment cette vibe là avec la mort de Daisy, avec les pods, etc. On a ce côté un peu limite film d'horreur quelque part. Ce qui est intéressant aussi avec En pleine ténèbres, et c'est comme La lumière des Jedi, c'est ce côté de référence à pas mal de choses qui vont permettre de lier avec le reste de l'univers, des références à des planètes, à des lieux, etc. Donc vous l'aurez compris, hein, j'ai eu du mal à apprécier le roman, bien que il s'améliore quand même grandement sur la fin. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que on nous a vendu la Haute République et ses différents niveaux de lecture, adulte, jeune adulte, jeunesse, comme étant des arcs un peu indépendants les uns des autres. Et au final, on se rend compte en lisant En pleine ténèbres que si on n'a pas lu avant La lumière des Jedi, bah on est quand même assez paumé parce qu'on comprend pas tout ce qui se passe. Notamment les Nihil, hein, si on n'a pas lu La lumière des Jedi, ils arrivent vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et en plus, ils sont absolument pas développés, donc du coup, ça tombe un peu à l'eau, on comprend pas bien ce qu'ils font, ils ont l'air assez débiles. Mais ça, c'est un reproche, en fait, c'est pas un reproche qu'on peut faire au roman, c'est un reproche qu'on peut faire à la structure, au final, qui n'est pas exactement celle à laquelle on s'attendait. Et je suis d'accord, c'est vrai que moi ça m'a un peu étonné aussi, finalement le fait que dans la vague 1 on ait tous les niveaux de lecture, à la fois pour les gens complétistes comme nous, ça nous oblige à lire des romans même jeunesse quoi, et à la fois pour quelqu'un justement qui ne pourrait pas avoir tous ces niveaux de lecture ou qui n'aurait pas envie d'avoir tous ces niveaux de lecture, et ben finalement il y a des trous quand même dans la raquette quoi. Et du coup j'embraye sur le fait que moi j'ai lu celui-là en parallèle du roman jeunesse et je pense qu'il a pâti de la comparaison parce que finalement j'ai trouvé plus amusant et plus sympathique de lire le roman jeunesse qui ressemble en fait à celui-là. Finalement, au tout début, on a vraiment le sentiment d'avoir des personnages qui sont dans un vaisseau et qui se retrouvent ensuite dans un huis clos, dans un endroit inconnu. Et donc toute cette partie-là, elle est hyper parallèle entre En pleine ténèbres et Une épreuve de courage. Et finalement, quelque part, le fait d'avoir un young adulte et un jeunesse, j'avais des attentes beaucoup plus hautes sur le young adulte et finalement j'ai pris presque autant de plaisir à lire le jeunesse que le young adulte et donc finalement j'ai trouvé ça décevant de la part du young adulte. Alors pareil que toi en fait, j'ai préféré Une épreuve de courage à En pleine ténèbres. Alors Une épreuve de courage, c'est celle que j'ai lue en VF parce que je voulais le lire avec mes enfants. Et donc 5 et 8 ans à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé le style de Justina Ireland, c'est léger. Alors bon, c'est vrai quand on dit léger, on pense à quelque chose d'humoristique, ce qui est pas du tout le cas ici, hein. On aborde quand même des thèmes assez durs. Mais voilà, il y a une écriture qui est fluide et agréable, elle se met à hauteur des enfants sans pour autant les infantiliser. Sans utiliser trop de ficelles scénaristiques non plus. Vernestra, elle a beau être hyper forte, hyper puissante, elle n'est pas pour autant une Marissou. Faut rappeler que Vernestra, c'est quand même cette chevalier Jedi, du coup, qui a accédé au titre de chevalier Jedi à 16 ans,
là où la plupart des padawans sont encore au stade de padawan, justement. Elle sait tout faire, sauf apparemment piloter des vaisseaux, parce qu'il paraîtrait qu'elle les crache beaucoup. Donc c'est ce côté, voilà, je sais tout faire, bah, c'est un peu ce qu'on attend quand même d'une héroïne jeunesse, hein. Quand on est enfant, on aime les super-héros. Et quelque part, bah, Vernestra, c'est la super-héroïne de l'Ordre Jedi et de la Haute République. Ce que j'ai apprécié aussi dans une épreuve de courage, c'est que on est comme En pleine ténèbres, dans une espèce un peu de huis clos. Il y a que 5 personnages. Donc on a Vernestra, on a Imri, Haven, Honesty et J6, la droïde d'Haven. Donc vraiment un petit côté très huis clos. Ils sont naufragés eux aussi, et là il y a une petite vibe quand même un peu Goonies. Sauf que nos 5 protagonistes, bah, ils sont pas à la recherche d'un trésor, mais ils cherchent à survivre sur une planète qui est pas franchement très sympa avec eux, hein. On est plutôt sur une planète hostile, même si elle est habitable. Et ces 5 personnages, qui sont quand même âgés entre 12 et 16 ans, pour moi, ont une caractérisation bien plus intéressante que celle des personnages d'En pleine ténèbres. Déjà parce qu'ils font preuve de beaucoup plus de jugeote, de réflexion, de maturité que Comac et Orla. Oui, je suis d'accord. Vernestra, elle arrive à pas trop tomber non plus dans la marée sous, d'autant que elle a des vraies faiblesses aussi, des vrais doutes en fait, plus exactement. Et du coup, on tombe facilement dans l'empathie avec ce personnage. Alors oui, ça reste un personnage un peu super-héroïque quand même, mais moi j'ai adoré aussi le personnage d'Haven, qui se pose beaucoup de questions aussi, qui a ce petit côté précoce sur je démonte les droïdes, j'arrive à faire ce que je veux avec, je change les programmations. Et en même temps, elle a énormément de fragilité, de doute. Il y a un rapport avec les parents qui est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé que vraiment une épreuve de courage. Allez-y, lisez-le avec vos enfants, ou pas, ou que pour vous. Par contre, c'est vrai que, enfin, faut peut-être prévenir aussi que il y a des événements des fois funestes. Hein. C'est pas tout se passe bien dans le meilleur des mondes tout le long du bouquin. Oui, c'est le petit trigger warning qu'on pourrait mettre sur ce roman. C'est un roman que moi je n'offrirais pas à un enfant qui vient d'être confronté à la perte d'un parent, d'un proche, parce que ça va être vraiment trop proche, ça risque un peu de remuer le couteau dans la plaie, de rouvrir des cicatrices qui sont pas encore refermées. Parce que on est clairement dans le thème, en partie, de la perte d'un parent, la perte d'un maître, ce qui s'apparente quand même le plus à un parent dans l'ordre Jedi. On va aborder les thèmes de la gestion du deuil, de comment honorer la mémoire du défunt, comment honorer son héritage. Bon, mes enfants, comme je vous disais, ils avaient 5 et 8 ans, c'est un thème qui leur est passé quand même assez au-dessus de la tête, parce qu'ils sont plus jeunes que le public cible, et parce que, heureusement pour eux, ils n'ont jamais été confrontés à ça. Mais ça reste... Enfin, c'est pas quelque chose qui est dommageable au roman, c'est juste, voilà, un petit trigger warning, et il faut en avoir confiance. En dehors de ça, le roman est vraiment très très agréable à lire. Il y a pas mal de rebondissements. On voit pas forcément où est-ce que ça va mener au départ, même si, voilà, on s'en rend compte relativement rapidement. Bon, aussi parce que nous, on le voit avec nos yeux d'adultes, donc on voit un petit peu plus les ficelles, et on sait très bien que sur un même livre, on peut avoir un différent niveau de lecture en fonction de notre âge et de notre vécu. Les enfants en retiennent pas du tout la même chose. Voilà, si on interroge mes enfants, si on interroge ta fille, Céline, je suis pas sûre que ça soit le thème de la mort qui ressorte en premier. Ceci dit, non, moi j'ai trouvé que ça l'avait aussi intéressé, le sacrifice en fait des adultes. C'est quelque chose sur lequel elle m'a interrogée sur le fait que... Mais pourquoi il est mort volontairement finalement, et voilà, le fait que des fois on pouvait préférer mourir, mais
pour une cause plus noble et pour ses enfants ou son apprenti, ça c'est quelque chose qui finalement est naturel pour beaucoup de gens. Et donc c'est vrai que ça introduit un peu cette thématique. Donc oui, une épreuve de courage, c'est vraiment une très bonne surprise. J'en attendais pas tant d'un roman jeunesse. Et c'est donc une très bonne lecture qu'on vous recommande vivement. Que vous ayez des enfants ou non d'ailleurs, hein, ça complète très bien et ça se lit très bien. Si on continue sur la suite des publications, on va passer effectivement aux BD. Sont parus chez Panini. Pour l'instant, il y a trois tomes de sortie. Alors, je sais plus trop jusqu'où ça va en termes d'histoire, parce que je les lis, moi, à l'unité quand ils sortent en VO. Donc, je vais essayer vraiment de pas vous spoiler, de rien dire du tout. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est Haruo Anindito au dessin, et que voilà, je suis tombée amoureuse de son style graphique. J'adore vraiment ce qu'il a fait sur cette série-là. Alors, je suis très très sensible au dessin. C'est vrai que dans une BD ou un roman graphique, si le dessin me plaît pas, j'ai énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Il y a pas mal de choses qu'on m'a conseillées au fur et à mesure des années où on m'a dit « Ah, mais tu vas voir, ça c'est génial !» Et j'ai pas réussi à rentrer dedans à cause du dessin. Là, c'est pas le cas. Vraiment, je suis en admiration devant ce que fait Haruo Anindito. Et puis, on a Cavan Scott aux commandes. Cavan Scott, c'est quand même un habitué du scénario de comics. Donc, voilà, on sent derrière aussi ce côté humour qui est très présent. Il y a qu'à lire les échanges entre Kiv et Maru sur le flambeau stellaire. Alors, je vais diffuser du gis arcadien. Comme Maître Maru, vous avez utilisé du sarcasme. Voilà, c'est rien du tout en fait, mais ça participe à créer un univers, à poser une ambiance. Et puis Kiv, c'est vraiment un personnage qui est très attachant. Enfin, elle jure tout le temps. Je crois que c'est le premier personnage qu'on voit autant jurer dans Star Wars. Elle se fait des montagnes de trucs. Enfin, voilà, elle est très, elle est très attachante. Enfin, on se reconnaît assez facilement dans cette façon qu'elle a de douter d'elle-même en permanence. Et pourtant, elle est douée, elle se sort vraiment de beaucoup de situations par elle-même. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre jusque-là. Ce qui est intéressant aussi dans les comics, c'est que ça développe vraiment d'autres aspects de l'histoire. On en parlait tout à l'heure, hein, des nouveaux aspects développés de l'ordre Jedi. Ben là, on est aussi là-dedans, on va voir d'autres choses. On va développer d'autres personnages qui ont été à peine esquissés comme Skir. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je peux vous dire, pas vous dire, ce qui est spoiler ou pas. Donc je pense que par sécurité, je vais laisser la main à Céline. Non, je suis d'accord, les personnages sont bien croqués, et puis on a enfin le flambeau stellaire finalement, parce que on l'avait pas eu dans la lumière des Jedi. Un tout petit peu pour l'inauguration, quoi. Vu la cérémonie d'inauguration, pas plus. Après, j'ai trouvé que pour le moment, on n'avait pas encore on n'était pas encore rentré dans l'histoire. On a commencé à voir les Drengir, mais pour le moment, on n'est pas encore rentré dedans. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces numéros ultra courts, c'est assez frustrant. Je crois qu'ils sortent par deux numéros US. C'est le côté que je trouve assez sympa d'ailleurs avec le comic, c'est d'avoir un numéro de 24 pages tous les mois, 48 pages tous les 2 mois pour la version française. Donc il y a ce côté feuilleton, on maintient le suspense, on maintient l'attention, avec des arcs par rapport à ceux des romans qui se complètent, mais qui sont aussi indépendants. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ne lire que les romans, tout à fait ne lire que les comics. Bon, l'idéal, c'est d'être quand même complétiste et d'avoir lu les deux pour une meilleure expérience, parce qu'après tout, on parle d'un projet cross-média, donc c'est bien qu'il faut à un moment donné avoir un petit peu tout lu.
Donc sur la vague 1, j'ai envie de dire ça va encore, c'est sur la vague 2 que ça commence à se compliquer un petit peu, à se corser, parce qu'il y a énormément de publications. Donc on a, comme sur la vague 1, 3 romans, on a les runs Haute République et Haute République Aventure, mais à ça on ajoute Haute République Aventure The Monster of Temple Peak de Cavan Scott, on rajoute Trail of Shadows, toujours un comic de Daniel Roseholder. On a le manga Edge of Balance et l'audio-drama Tempest Runner, ce qui fait vraiment énormément de publications et clairement je suis pas à jour, hein. Il me manque encore quelques petits trucs et c'est un peu le reproche que je fais à la vague 2, c'est qu'elle est vraiment très massive et il y a peut-être un chouïa trop de publications pour réussir à vraiment tout suivre et à pouvoir lire autre chose que du Star Wars à côté. Me jetez pas trop de tomates, hein, on a le droit d'aimer autre chose que Star Wars aussi. Elle sera légèrement plus light en français dans le sens où notamment le run Haute République, il continue sans attendre la sortie des romans. Et aussi parce que pour l'instant, on n'a pas de sortie prévue du manga Edge of Balance. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un live qu'on va faire tout prochainement avec Aurélien Vives de Panini et Lucille Gallio de Pocket. On va passer maintenant à la Haute République Aventure. Alors là, pour le coup, ça va être zéro spoil, hein, puisque c'est un recueil qui vient juste de sortir, hein, il y a même pas un mois. Donc on imagine que tout le monde n'est pas forcément à jour, on va se laisser à un peu tout le monde le temps de lire ces histoires. Donc on va vraiment pas rentrer dans le détail, mais juste parler de nos ressentis par rapport à ce comic pour pas vous divulgacher les choses. Donc personnellement, j'ai pas apprécié le dessin, donc du coup j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, hein. Je vous en ai parlé avant, quand j'apprécie pas le dessin, j'ai vraiment du mal à me lancer dans le comic et à accrocher aux histoires. J'apprécie beaucoup plus depuis le changement de dessinateur, mais ça sera, vous verrez ça plus tard dans la vague 2. C'est toujours Daniel Roseholder aux commandes, mais il a changé de comparse, et l'histoire est aussi un petit peu différente. Donc tout ça pour dire que si jamais vous avez été comme moi un peu déçu, un peu rebuté par ce premier recueil des aventures dans la Haute République, voilà, ça peut s'améliorer par la suite. Donc c'est une histoire qui est faite pour les enfants, hein, on est sur du comic jeunesse. Alors attention, elle est absolument fondamentale pour pouvoir lire derrière La Tour des Trompes-la-Mort, qui est donc le roman jeunesse de la vague 2, parce que ça introduit énormément de personnages qu'on va retrouver dans ce roman-là, et que quand on n'a pas lu la Haute République Aventure, on a un peu perdu, parce qu'on sent bien que ces personnages, ils ont eu des interactions au préalable, ils se connaissent, et qu'en fait, il nous manque pas mal de clés pour bien les cerner. Je mets un autre avertissement sur La Tour des Trompes-la-Mort, c'est que c'est un roman de la vague 2. Donc il ne faut pas l'avoir lu avant d'avoir lu L'Orage gronde, qui sort en janvier, parce que sinon c'est vraiment énormément spoiler. Voilà, je crois que toi Céline, il me semble que tu m'as dit que tu avais apprécié justement ce comic, contrairement à moi. J'ai plus apprécié que les BD de la Haute République. Je me demande si ça tient pas aussi au format, puisque là on a 112 pages contre 48 pages qui, je pense, m'ont un petit peu frustré à chaque tome, hein, même si maintenant on en est à 3. Ça m'a donné l'impression de plus installer les personnages. J'ai bien aimé aussi comment on jouait avec le format BD, avec parfois 2 cases qui montrent des parallèles et à la fois des différences entre des pensées de personnages. J'ai trouvé que vraiment il y avait une bonne exploitation, voilà, du format BD. C'est drôle d'ailleurs parce que Daniel Roseholder, d'habitude on l'a comme auteur de roman, et là il est auteur de BD. Charles Soule, c'est l'inverse, on l'a d'habitude comme auteur de BD, et dans cette vague on l'a comme auteur de roman.
Et chacun, finalement, je trouve, utilise le format, on croirait que c'est leur format naturel habituel. Donc, chapeau les auteurs quand même d'être multicasquettes. Je pense que tous les auteurs sont pas capables de faire et des romans et des comics. Hein. Moi, j'ai bien aimé cette petite aventure Haute République. Et ça, c'est ce qui va être le pilier, je crois, de cette saga littéraire, hein. C'est ce côté multicasquette que tu disais des différents auteurs. Parce qu'au final, on se retrouve avec un projet cross-média, mais qui n'implique que 5 auteurs. Ce qui permet un travail en très petit comité, au final. Je pense que Lucasfilm Publishing avait en tête je vais pas dire fiasco parce qu'on parle quand même de ma saga littéraire Star Wars préférée, mais les déboires en tout cas du Nouvel Ordre Jedi. Donc c'est la première grosse saga littéraire Star Wars, 19 romans, une petite dizaine d'auteurs différents, un rythme assez soutenu, assez effréné puisque on avait un roman tous les 3 mois, hein. Donc ce qui fait que quand je sais pas, mettons le roman numéro 10 sortait, bah le 11 et le 12 étaient déjà terminés en fait, et pas forcément avec le même auteur. Donc il y avait moins de répondants, ce qui faisait qu'il y avait des choses qui étaient développées dans certains romans qui n'étaient pas repris par la suite. Voilà, ça donne tout de suite un peu moins de cohérence. Là, justement, je pense que Lucasfilm Publishing a su tirer les erreurs du passé, hein. Oui, c'est peut-être ce qui me fait peur sur la suite, parce que c'est vrai que on a déjà entendu Claudia Gray dire qu'elle n'était pas du tout impliquée dans The Acolyte, qu'elle n'était pas dans la phase 2. Donc moi ça me fait un peu peur du fait que on perde ce côté de tous ces auteurs là qui s'étaient mis ensemble dans Skywalker Ranch, qui avaient finalement pensé l'âge ensemble. J'ai peur que une deuxième vague d'auteurs perde un petit peu le fil. On verra bien ce que ça va donner. C'est vrai que pour l'instant, on a quand même assez peu d'informations sur les 2 prochaines phases. Donc pour rappel, là, on est dans la phase 1, qui s'appelle Light of the Jedi, Lumière des Jedi. La phase 2 s'intitule Quest of the Jedi, Quête des Jedi. Et la phase 3, Trials of the Jedi, les épreuves des Jedi. Il y a vraiment peu d'informations, si ce n'est que la série Acolyte est a priori, se positionne a priori sur la fin de Trials of the Jedi, puisqu'elle est censée faire le lien entre la Haute République et la prélogie. Donc sans vous spoiler, pour parler encore un peu de la cohérence entre toutes les publications, pour avoir lu la vague 2, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'incohérence, en tout cas pas qui m'est sauté aux yeux en lisant les romans et les comics de la vague 2. Ça rebondit bien sur ce qui a été fait en vague 1, ça capitalise dessus. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est ce côté jeu de chaise musicale entre les auteurs. Je veux dire par là que c'est pas toujours le même auteur ou la même autrice qui va faire le roman adulte, pas toujours là où le même qui va faire le roman jeune adulte. Ce qui va permettre un mélange des styles d'écriture. Ça permet un mélange aussi des personnages, puisque ils se mettent un peu en danger quelque part, ils sortent de leur zone de confort, c'est-à-dire que les auteurs ne vont pas écrire que sur des personnages qu'ils ont eux-mêmes créés et développés dans les premiers romans. Ils vont devoir reprendre et capitaliser sur ce qui a été fait sur d'autres personnages qui ne sont donc pas les leurs. Donc je vous invite, encore une fois, à partir de janvier, ça va venir vite, c'est le mois prochain, la sortie de la vague 2 en VF. Et encore une fois, on va en parler très 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 prochainement en live avec Lucille Gallio de Pocket et Aurélien Vives de Panini. Je crois qu'on a à peu près fait le tour pour les publications de la phase 1. Vague 1, phase 1. De la vague 1, pardon, je mélange les pinceaux, phase, vague, voilà, et puis il y a le petit côté pandémie en plus avec les différentes vagues successives, vu que ça porte à confusion. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs dont on n'a pas parlé quand on parlait de la lumière des Jedi. C'est cet aspect où finalement
il y a une résonance avec notre actualité, hein. Les routes hyperspatiales sont coupées, on a cette espèce de confinement, voilà, qui nous a rappelé malheureusement des choses. Et ça, c'est quelque chose de fortuit, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que tout le roman était écrit, hein, en fait, avant la pandémie, enfin en tout cas en très très grande partie avant les événements du printemps 2020. Et j'ai lu en interview Charles Soule qui disait justement que c'était assez drôle qu'il y ait cette résonance avec l'actualité, parce que c'était pas comme ça du tout qu'il avait écrit le roman. Il pouvait pas prévoir ce qui allait se passer en vrai chez nous. Comme quoi, des fois, hein, c'est la réalité qui dépasse la fiction et pas l'inverse. Et bien voilà, je crois que c'est la fin de ce récap des publications 2021 VF pour la Haute République. Alors j'insiste très très lourdement dessus, mais j'espère qu'on vous verra lors de notre émission live avec Monsieur Panini et Madame Pocket très très prochainement. Donc ce sera une émission vraiment récap de la Haute République, depuis la genèse du projet jusqu'aux publications annoncées. Donc évidemment, on va se concentrer principalement sur les publications VF, passées et futures, discuter un petit peu de tout ce projet, comment ça a été mis en place avec Aurélien et Lucille. Donc on vous invite à réviser la Haute République si vous l'avez déjà lu, à lire si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas, si vous savez que vous ne pourrez pas être présent sur le live, à nous faire passer au préalable vos questions si vous en avez pour nos deux invités. Le plus simple pour ça, c'est de passer par nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. Et puis, pour nous suivre, le mieux c'est de s'abonner en fait. C'est sûr, et d'ailleurs le moyen le plus simple, c'est en fait d'aller voir sur notre site internet qu'on a lancé il y a pas très très longtemps, www.geek-squadron.net. Vous retrouvez toutes nos informations, y compris des comptes de réseaux sociaux. Ainsi que tous nos podcasts précédents, en audio. Exactement, ce sont nos archives en audio et en vidéo. À bientôt, salut. À très bientôt.